Chers amis, soyez les bienvenus sur Ethos Podcast, l'éloquence des leaders. Aujourd'hui, je suis accompagné par Eddy Durtest, qui est conférencier, formateur. Il a un passé singulier que je vais le laisser vous raconter. Et donc Eddy, sans transition, première question, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire ? Alors déjà, merci pour cette invitation et cette occasion qui m'est donnée effectivement de partager mon histoire, mon parcours et au-delà de ça, cette vision qui m'anime. Je suis originaire de Lille, dans le Nord. Je suis issu d'un quartier qui s'appelle l'Île-Five. Je le précise parce que c'est important pour les gens d'aller se rendre compte d'où je viens et ce qu'il en est encore aujourd'hui. Je suis issu d'une famille où on est 4 frères, de pères différents, de couleurs, cultures et cultes différents. Tous élevés par une maman exceptionnelle qui s'est démenée pour nous donner une éducation et ou en tous les cas les moyens d'exister dans cette société, dans cet univers improbable qui est celui dans lequel on a évolué, à savoir les quartiers et avec tout ce que ça implique de bon, de mauvais. Et surtout, je suis ce jeune qui, à un moment donné, a voulu éprouver au fond la vie, ses convictions et parfois nourri de ce sentiment d'injustice, à d'autres fois de colère. Et c'est ce qui m'a effectivement amené, comme tu l'as précisé, à vivre une histoire singulière, si je puis dire. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire singulière ? On a envie de savoir. Déjà, le simple fait de naître dans un contexte pluriculturel, où j'ai été confronté effectivement à cette différence qu'on peut marquer quand on n'est pas de la même couleur, quand on n'a pas les mêmes origines. Et puis, tout autant, quand on est l'enfant d'une femme blanche évoluant dans un milieu cosmopolite et où on subit le jugement, forcément. Donc ça a déjà été une première épreuve. Et puis après, il y a eu pour moi aussi la difficulté d'accepter d'être différent au regard de la perception que j'avais du monde qui m'entourait, étant donné que là où la plupart enfants profitent avec une certaine, je dirais, candeur et où en tous les cas vivent les choses qu'ils ont à vivre sans trop se poser de questions, moi j'étais déjà dans une quête en sens où je voulais des réponses parce que convaincu que ce que j'étais amené à vivre, ce que ma mère vivait, ce qu'on était amené à vivre était injuste. Et donc ce sentiment d'injustice a nourri chez moi à un moment donné une colère qui m'a amené effectivement à basculer dans un schéma de violence. Et quand je dis violence, je suis devenu, après avoir été victime, quelque part le bourreau. Et en prenant, je dirais, pour simple référence, au fond, ce qui était mon quotidien. Et étant donné que j'ai grandi dans un quartier où le trafic de drogue, la violence, sous toutes ses formes, nourrissent le quotidien, il a fallu que je m'insère là-dedans et que je tente à exister dans cet univers-là. Et c'est vrai que ça a été au départ pour moi quelque chose qui m'a surtout confronté à la difficulté qui est celle d'un enfant qui se pose des questions trop tôt et qui n'a pas la capacité de trouver des réponses, mais qui en tous les cas ressent des émotions qui vont nécessairement perturber, je dirais, sa capacité à faire preuve de discernement, à être à l'écoute des parents, de sa maman, de ses grands-parents, et plutôt être dans une sorte d'opposition constante et de colère. Cette violence, ce sentiment d'injustice que tu décris là, ça t'a mené à faire un passage en prison, que tu m'as raconté un lundi matin au téléphone, et comme je te l'ai dit, ça m'a mis une énorme claque. Ouais. Et ce jour-là, j'étais convaincu qu'il fallait que tu prennes la parole à ce micro pour raconter ce que tu as vécu et pour témoigner de ce parcours exceptionnel où en fait, la réinsertion est possible. Ouais, j'ai même envie de dire que plus que la réinsertion, l'acceptation d'une peine et de la responsabilité qui est la nôtre quand on décide effectivement de basculer au départ dans l'incivilité, puis ensuite dans la délinquance et puis dans la criminalité, même si, pour être très transparent, j'ai été condamné pour des faits d'agression, d'extorsion et de vol en réunion. Et tout ça n'est que le résultat d'une sorte d'oubli de moi-même, en fait, au bénéfice de cette colère, encore une fois, qui m'a amené à vouloir me confronter, en réalité, à la société et exister dans cette société au travers du prisme qui était celui qui m'était réservé, puisque convaincu que ma vie se résumait à ça, en fait. Et tout autant, oui, je suis devenu cet enfant en colère, cet adolescent rebelle, et alors qu'au préalable, j'étais un enfant introverti, timide, complexé, qui avait plutôt tendance à subir les brimades
Et finalité, la transformation, j'ai envie de dire, et où ce fameux changement a été ce quelque chose qui m'a amené à un moment donné à m'opposer au fond à tout, que ce soit l'autorité, que ce soit le système, que ce soit la société, et tenter d'exister dans ce tout au fond, avec les armes qui étaient les miennes à ce moment-là. Tu as été en prison à quel âge, Eddy ? Alors, moi, ça a été très rapide, hein. Sorti du lycée, j'ai 18 ans. 6 mois ensuite, je suis en prison. Je suis en prison, j'ai 18 ans, et donc forcément, je suis effrayé, en fait. J'ai pas honte de le dire, hein. Je suis très sincère par rapport à ça. Pour moi, voilà, on avait certes une image de la prison qui résultait de l'exemple qui nous était donné par nos grands, par les différentes personnes de mon quartier, etc. Mais en même temps, y être et en parler, c'est deux choses différentes. D'autant que moi, j'ai été incarcéré à Los, qui est une maison d'arrêt qui a été détruite depuis, mais qui à l'époque était la plus vieille maison d'arrêt de France, avec des conditions horribles. Voilà. Et on arrive là-dedans sans repère. Faut imaginer que, au-delà de 18 ans, je pèse 60 kilos tout mouillé, que certes, j'y suis pour des faits de violence, mais qu'à aucun moment, j'ai frappé qui que ce soit pour quoi que ce soit. En fait, j'ai juste utilisé l'intimidation, j'ai su m'entourer de façon à créer les conditions qui me permettaient d'obtenir ce que je voulais le moment venu. Mais il n'a jamais été question pour moi de pratiquer la violence au sens physique du terme, tout autant, étant donné que j'ai été moi-même confronté aux violences conjugales, puisque j'ai été témoin de ces violences pendant un peu plus de 8 ans, de par le fait que ma mère ait été battue. Et donc, c'est vrai que c'est un choc. C'est un choc de te retrouver avec des adultes dans une grande pièce où tout d'un coup, on vous dit, voilà, déshabillez-vous, etc. C'est un vrai choc. Et surtout qu'à aucun moment, on a imaginé se retrouver en prison. Quand on sait qu'on a été arrêté, qu'on a fait 72 heures de garde à vue, que c'était ma première garde à vue, qu'on a été interpellé à un moment où il y avait un gros réseau de trafic de stupes qui venait d'être interpellé. Donc on se retrouve à la fois au central, donc le commissariat, dans des conditions, j'ai envie de dire, limite rocambolesques, quoi. Ça veut dire, t'es pas prêt, ça crie, c'est violent, toi t'es là, tu te dis comment, et puis 72 heures plus tard, t'es déféré au parquet, t'as un juge d'instruction et une procureure qui te disent capable de nuire à l'ordre public, donc on décide de son incarcération dans le cadre d'un mandat de dépôt. Moi, je comprends rien du tout. Sauf que 3 heures plus tard, je suis dans un fourgon cellulaire et je me retrouve à la maison d'arrêt de Los. Et le souvenir que j'ai, c'est ces 3 dos d'âne, l'ouverture de cette porte en fer et cette pièce immense avec tous ces adultes et où je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi ? Ouais, c'est la folie. Ouais, c'est quoi les conditions ? Parce que comment on ne peut pas s'imaginer la manière dont on vit, dont les années passent en prison. Ça ressemble à quoi ? Tu nous as parlé de peur, tu nous as parlé de violence. Est-ce qu'il y a de l'amitié ? Est-ce qu'il y a de la fraternité ? Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Pour moi, c'est particulier ce qui s'y passe, en sens où, quelque part, je vais profiter de la notoriété de ma mère, en sens où, comme je l'ai dit, hein, on est 4 frères de pères différents, on a grandi dans un quartier marqué par la pauvreté, et puis bon, il fallait se débrouiller, en fait. Donc ma mère, tantôt le recel, tantôt le vol. On essayait tant bien que de subvenir aux besoins de la famille sans jamais commettre, je dirais, de délits au sens criminel. On est vraiment plutôt dans du vol, etc. Mais pour subvenir à nos besoins, encore une fois. De fait, donc ma mère, elle connaît beaucoup de monde la connaît. Et quand je vais arriver à Los, chose assez incroyable, très honnêtement, je vais mettre à peu près une semaine pour aller en promenade parce que j'ai peur vraiment. Et j'ai donc un co-détenu qui m'explique qu'au fond, il vaut mieux que j'aille en promenade, que c'est important, parce que rester en cellule, ça n'a pas de sens. D'autant que là, on parle d'une époque qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Voilà. Même si aujourd'hui, les conditions carcérales sont ce qu'elles sont, là, on parle d'une époque où c'était bien plus rugueux, à mon sens, complètement différent. Il n'y avait pas de téléphone, pas de télé, enfin rien de tout ça, quoi. Et donc, nécessairement, un gamin de 18 ans qui arrive là-dedans, comme je le suis, c'est effrayant. Et en même temps, il faut affronter ça. Donc, du coup, je décide de sortir en promenade. Et là, je vais tomber sur des personnes qui connaissent très bien ma mère. Et qui vont, quand ils vont se rendre compte que je suis là, ils vont pas comprendre, en fait. Parce que je n'étais pas du tout attendu là. Moi, j'étais celui qui travaillait à l'école, qui était reconnu comme celui qui allait réussir, etc. Juste avant de tomber en prison, je commençais le rap un petit peu. J'avais fait plus ou moins une dizaine d'années de théâtre, etc. Donc, je n'étais pas promis à cet avenir-là, en fait. Sauf que je m'y retrouve.
Donc, du coup, c'est vrai que pour rebondir sur cette notion que tu abordes de fraternité, d'amitié, ouais, elle existe en prison, en vérité. Maintenant, elle a ses limites, en sens où ce qui se passe, c'est que les grands me découvrent, s'inquiètent de savoir pourquoi je suis là, mais très rapidement, ils comprennent que j'y suis, et puis ils vont faire en sorte de m'intégrer. Et ce qui va se passer, c'est que je vais manifester le souhait de les rejoindre, donc pour le coup au 4e étage, alors que moi je suis au premier. Et ça va induire dans l'esprit de l'équipe pénitentiaire un potentiel souci, à savoir que je pense aujourd'hui avec le recul, ils vont me voir comme une mascotte. Et c'est pour ça que je vais être transféré de disciplinaire, parce qu'ils vont considérer que je suis capable d'inciter à l'émeute, étant donné que ma première sortie en promenade, là où je pense qu'ils ont attendu que je me fasse bien déboîter, non, au contraire. Non, je suis tombé sur des gens influents, et qui m'ont pris sous leur aile directement. Tu m'as dit l'autre jour au téléphone que du coup, cette capacité, entre guillemets, à inciter à l'émeute selon les directeurs, t'a valu un transfert. Ouais. Et tu m'as aussi dit que finalement, t'es sorti plus tôt que prévu de prison. Pourquoi Est-ce que tu peux nous raconter ça? C'est improbable. C'est-à-dire que je suis transféré, du coup, sans savoir. Pour la petite anecdote, ce jour-là, j'avais parlé avec ma mère. Quand le maton vient me chercher, étant donné que je faisais des demandes de liberté provisoire, pour ceux qui ne connaissent pas, on a l'opportunité, lorsqu'on est en mandat de dépôt, d'émettre une demande de liberté provisoire auprès du greffier et qui peut être retenu le cas échéant et nous voir sortir le temps qu'arrive le jugement. Donc moi, j'allume tous les jours, j'envoie courir. Et sauf que quand il se présente, pour moi c'est ça, mais c'est pas ça en vérité. Si ce n'est que je descends avec lui, qui me demande de préparer mon pactage, je me retrouve dans un couloir indiqué libérable. Donc pour moi ça colle quoi. Et puis d'autant plus, je le répète, j'ai ma mère qui m'attend, j'ai le parloir dans même pas une demi-heure. Et sauf qu'au moment où je récupère ce qu'on appelle la fouille, donc tu récupères tes objets, tes effets personnels, j'ai 2 gendarmes qui se présentent à moi et qui me disent dur test. Ouais. Tendez vos mains s'il vous plaît. Donc je tends mes mains, ils mettent les menottes et ils m'emmènent sans m'expliquer quoi que ce soit. Voilà. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je subis à la fois une humiliation parce qu'il faut prendre conscience qu'il y a une différence entre la police et les gendarmes sur la façon de te mettre les menottes. Donc en fait, la police, elle va te mettre les menottes dans le dos. Okay. La gendarmerie, elle te met les menottes devant et il y a une petite laisse attachée aux menottes. Ah, c'est dur ça. Ouais, ça peut paraître anodin pour certains, mais pour moi, à ce moment-là, c'est difficile à accepter. Mais en même temps, je suis là, je peux rien dire. Et surtout, ils m'expliquent rien. Et là, ils me tirent avec eux, ils m'emmènent dans un fourgon, et je me retrouve avec une fenêtre, l'équivalent d'un rectangle, quoi. Et au moment où on démarre, je vois ma mère avec mes sacs au parloir, qui s'apprête à rentrer, qui va découvrir que son fils était transféré. Sauf que je suis majeur, et qu'on lui dira pas où je suis transféré tout de suite. Donc je sais à ce moment-là que ma mère, elle va subir encore une fois. Donc effectivement, je suis transféré, et là, je me retrouve... pareil, c'est assez incroyable, mais dans un premier temps, à la maison d'arrêt de Valenciennes, où là, on décide de me faire descendre. Je suis confronté au directeur de la maison d'arrêt, qui regarde son document et qui dit « c'est pas lui ». Donc là, je comprends que je n'étais pas tout seul dans le fourgon. Et là, on me fait sortir la personne qui était avec moi dans le fourgon que je n'avais pas vue, et c'est un de mes complices, et pas des moindres. Celui dont je suis convaincu qu'il va balancer tout le monde. Puisque quand il sort du fourgon, directement, il baisse la tête. On se croise, il baisse la tête. Ça veut dire, pour moi, ça y est, c'est acquis. Et je remonte dans le fourgon, et on repart. Et donc là, je suis en train de cogiter, quoi, parce que je suis complètement paumé entre l'image de ma mère, dont je sais qu'elle va être triste, parce qu'elle va découvrir que je ne suis plus là, sans savoir où je suis. L'image de ce gars-là, dont c'est un de mes complices. Et sa réaction, elle me fait penser que ça pue, quoi, en fait. Ouais. Et je me retrouve dans une maison d'arrêt à Arras. Donc à 60 km, un peu plus de chez moi. Et cette maison d'arrêt, elle contraste complètement avec l'os. Là, l'os, c'est ultra bruyant. J'étais dans une cellule qui était face à la maison d'arrêt des femmes. J'ai assisté à des choses phénoménales et voire limite, je ne peux pas dire choquantes, parce que j'ai vécu des choses très choquantes. Donc à ce moment-là, je ne suis pas choqué. Mais ça m'interpelle, quoi. Je me dis, waouh, quand même. Et au final, je me retrouve dans cette maison d'arrêt très calme. Limite, on dirait un monastère. Ça veut dire pas de bruit, vraiment très calme. Et donc, dans cette maison d'arrêt, on va m'installer d'abord dans une cellule seule. Donc, je vais être isolé pendant un peu plus d'1 mois. Et c'est vrai que pour moi, ça va être un moment marquant parce que je ne comprends pas pourquoi je suis tout seul. En même temps, j'ai besoin d'être tout seul. Sauf que le temps n'aidant pas, à un moment donné, être tout seul, ça devient compliqué. Et surtout que moi, je suis ce qu'on appelle un indigent. Ça veut dire que je n'ai pas d'argent, donc je n'ai pas de télé, je suis en mandat de dépôt, donc j'ai accès à rien, et j'ai le droit à rien.
C'est-à-dire, je ne peux pas aller à la bibliothèque, je ne peux pas prétendre vouloir travailler, etc. Quand tu es en mandat de dépôt, tu n'as rien. Donc, au final, au bout d'un mois, effectivement, on me fait venir devant le bricard, donc le responsable pénitentiaire, qui m'explique les règles, etc., qui me dit, voilà, donc moi, sur le moment, je lui pose la question du pourquoi je me retrouve tout seul. Il ne m'explique pas, et puis très vite, il me dit, voilà, tu vas rentrer dans une cellule, je compte sur toi pour t'intégrer, etc. Sauf que je me retrouve dans une cellule avec 2 toxicos qui n'ont qu'une idée en tête, m'obliger à aller voir le psy pour récupérer des cachets et, sous-entendu, payer le loyer d'une cellule. Sauf que moi, c'est hors de question. J'ai une haine viscérale envers les toxicos, puisque j'ai grandi dans un quartier où il n'y avait que ça, en fait, que des tox. Et c'était hyper dangereux, parce que il fallait toujours se méfier, etc. Bon, au final, voilà, à l'âge de 14-15 ans, je me suis fait agresser par des tox. Agresser, si on peut dire, mais voilà, c'est quelque chose vraiment chez moi, ou en tous les cas, des personnes à ce moment-là que je déteste. Et je me retrouve dans leur cellule. Et la première chose qu'ils me disent, c'est ça. C'est demain, il faut que tu ailles au psy, etc. Moi, c'est pas possible. C'est hors de question. Donc, au final, je me retrouvais à ne pas dormir, à rester assis sur le lit, fourchette à la main, pendant toute la nuit, à attendre le pire, mais en même temps à me dire, le lendemain matin, dès que la porte s'ouvre, moi, je change de cellule. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche en prison. Mais moi, j'ai pas les codes. Donc, le lendemain matin, à 7h du matin, le maton, il vient pour ouvrir la porte, récupérer le courrier, la poubelle, etc. Moi, je sors. Et quand je sors, j'ai une fourchette dans les mains. Donc, pour lui, c'est une tentative d'évasion. Donc, je me mange un kata, je finis au sol, je comprends même pas ce qui m'arrive. Je me retrouve à nouveau devant le bricard. Et là, je lui explique. Parce que, forcément, lui, il s'énerve. Je lui dis, mais non, mais vous me mettez avec des toxicos. Moi, je les déteste, les toxicos. Et en plus de ça, c'est pas compliqué. Ça va finir en pugilat, c'est sûr et certain. Moi, je prends pas de drogue. Moi, je suis là pour violence. Je suis pas là pour trafic de stupes, etc., etc. Et je sais pas, peut-être que dans mon propos, dans ma manière de lui dire les choses, je pense qu'il a compris que c'était pas une sorte de caprice. C'était réel. Et puis, je voulais me protéger aussi. Et donc, du coup, il m'a permis d'intégrer une autre cellule avec quelqu'un qui avait décroché de la drogue, ou en tous les cas de l'héroïne, et nécessairement qui m'a permis aussi, du coup, de porter un autre regard, en fait, sur les toxicos et comprendre que c'était pas juste ce que je pensais et ça ne résultait pas juste de ce que j'avais vécu, moi, dans mon propre quartier. Et puis, à son contact, voilà, je vais m'émanciper en sens où je vais grandir quelque part parce que c'est quelqu'un d'adulte, plus âgé que moi, qui a une vie hyper dure, qui a une histoire hyper dure, mais par contre, qui prend le temps de discuter avec moi, d'échanger avec moi. Et puis, à son contact, voilà, je vais devenir ce jeune affirmé, et puis qui est prêt, ça y est, qui fait fi, en fait, de cette notion de mandat de dépôt, et qui est prêt à assumer ce qui, se présente à lui, en fait. Et au final, c'est assez fou, parce qu'effectivement, à ce moment-là, je vais lancer mon premier atelier d'écriture, pendant, justement, le mandat de dépôt, ce qui est complètement paradoxal, parce qu'on avait accès à une salle d'activité. Et malgré tout, voilà, en plus de la promenade. Et donc, dans la salle d'activité, j'aimais bien rapper, j'aimais bien tchatcher, pareil dans la promenade. Donc, les gars, ils m'envoyaient des mots, moi, je rimais avec les mots, etc. Ça a toujours été mon truc, l'impro. Et donc, au final, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un an, étant donné qu'entre-temps, j'ai fait 8 mois de mandat de dépôt, j'ai été condamné à 3 ans, dont 18 mois de sursis, et je suis ce qu'on peut considérer comme un détenu modèle, en fait, voilà, qui ne pose pas de problème. Et puis, au bout d'un an, c'est ce responsable pénitentiaire qui va me proposer de déposer une conditionnelle. Donc, une demande de conditionnelle, c'est arriver à la moitié de ta peine, pouvoir prétendre à sortir en étant surveillé. Et il estime que j'ai pas ma place en prison, en fait. Comme il me dit, t'animes la cour de promenade, tu m'organises des ateliers d'écriture, t'as passé ton brevet de secouriste. Il me dit, je comprends pas ce que tu fais là, en fait. Et c'est lui qui va motiver, donc, avec un éducateur, avec le concours de ma mère et de mon avocate, une demande de liberté conditionnelle qui va m'être accordée. Et puis, je vais sortir de prison et devenir animateur dans la MJC de mon quartier pendant 6 mois, dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque un contrat TUC, l'équivalent aujourd'hui des contrats PEC. Donc, ces fameux contrats aidés, en fait, voilà, qui, comme tu disais tout à l'heure quand tu parlais d'insertion, qui ont vocation à favoriser l'insertion. Sauf que, je suis pas accompagné plus que ça. Donc, je sors de prison, je me retrouve dans la MJC, j'organise des ateliers d'écriture, de danse, etc., DJing, tout ça, ça mobilise du monde. Au bout de 6 mois, je m'embrouille plus ou moins avec l'équipe de direction parce que je suis convaincu qu'ils détournent de l'argent, qu'ils profitent. Moi, je veux profiter aussi. Au final, il y a une mésentente sur une visite à la médecine du travail. Je me trompe d'adresse ou ils ont fait en sorte que je me trompe d'adresse. Finalité, s'en sont saisis. Limite faute grave. Hop, j'ai pas été renouvelé. Donc là, je me retrouve un peu au pied du mur, quoi. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où va se présenter à moi l'opportunité soit de prendre un chemin, je dirais, baigné de lumière, soit de continuer à marcher en soi dans l'obscurité.
Et c'est vrai que, faute de bonnes relations, je vais continuer à marcher dans l'obscurité. Et puis, c'est des rencontres avec des personnes issues du milieu de l'héroïne, pour le coup, et du trafic de coke qui vont me donner l'opportunité d'intégrer en fait tous ces réseaux et loin d'être un dealer ou quelque chose de ce type-là, quelqu'un de ce type-là, je vais plutôt être une sorte d'ambassadeur, d'observateur. C'est comme si j'avais décidé à un moment donné que ma vie c'est ça, mes relations c'est ça, mon but c'est pas de faire de l'argent, je veux juste baigner là-dedans. Voilà. Et c'est comme ça que je vais me retrouver à naviguer dans différents univers ou en tous les cas rencontrer beaucoup de monde dans ce milieu, à découvrir plein de choses jusqu'à finir en Hollande. Et là-bas, éprouver les limites, en fait, qui sont les miennes, au sens de ce que je peux accepter. Et puis surtout, il y a des rencontres qui vont me confronter aux conséquences de mes choix et quant à l'incidence que ça peut avoir sur les miens, et en particulier ma mère, en fait. Et c'est étrange, mais à un moment donné, je vais décider de rompre avec tout ça. Voilà. Et il va se passer qu'effectivement, je vais faire le choix de quitter complètement ce milieu, de me libérer de tout ce qui me lie à ce milieu. Donc là, j'entends brûler l'argent que j'avais, me séparer de la drogue, donc le jeter dans l'équivalent de la Seine, chez nous c'est la Deule dans le Nord, et de vraiment couper court à tout et de partir. T'as quel âge quand tu coupes ? 19. Donc tout s'est fait super vite. Donc, ça allait très très vite. À 18 ans, t'es condamné, à 19 ans, tu coupes tout. En fait, 18 ans, je suis condamné. L'année de mes 18 ans, donc en novembre, d'accord ? Je fais un anniversaire à Noël en prison. Je sors en octobre de l'année suivante, d'accord ? Donc l'année de mes 19 ans. Je vais vivre ce que je vis pendant 2-3 mois. Ouais. Et on va dire, quasi 20 ans. Ouais. 20 ans, je coupe tout. 20 ans, demi-tour, hop, je switch. Donc, à 18 ans, Eddy, t'es condamné. On te brinque-balle, pardonne-moi l'expression, de prison en prison. Ouais. Tu rencontres des grands, t'es touché par la violence, tu t'échappes d'une prison de toxico, tu retrouves un gars, comment il s'appelle, celui qui t'a derrière je peux pas dire. Tu veux pas ? Non, malheureusement, je peux pas. Par respect pour sa famille déjà, parce qu'on n'est pas tous au fait de vouloir exprimer ou parler de notre histoire. Moi, je le fais, tu vois, et c'est mon droit. Mais je peux pas. Pareil, il y a des choses que je raconte pas là, en l'occurrence, parce que y a mon livre qui est en cours d'écriture, il y a plein de choses qui arrivent, donc je peux pas tout mettre sur la table. Bon. Mais effectivement, je te dirais que ces rencontres, et ça a été le sujet de mon TEDx en 2016 que j'ai réalisé à Bordeaux, à mon sens, sont les rencontres qui participent à construire les chemins qui dessinent nos vies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, étant donné qu'elles vont conditionner nos choix. D'autant plus quand on est issu d'un quartier comme je l'ai été, comme je le suis, et qu'on a besoin de repères. Faute de repères parental, entendu que mon père, moi, il m'a pas reconnu, parce que je ne l'ai pas précisé, mais bon, voilà, mon père, moi, c'est un Algérien arrivé du bled, avec les paillettes plein les yeux, qui veut réussir en France, mais qui, au final, va tomber dans les travers de ce que peut être le trafic, la criminalité, j'en sais rien, puisqu'au fond, j'ai jamais vraiment été au fait de ce qu'il pouvait faire, et ma mère m'a jamais vraiment expliqué dans les détails. Mais ce que je retiens, c'est que c'était quelqu'un de pas très sérieux, pas fiable du tout. Et même si aujourd'hui, j'ai aucune colère contre lui et je ne lui en veux pas, il n'en est pas moins qu'il n'a pas été présent pour moi. Donc, je n'ai pas cette figure paternelle. Donc, effectivement, quand il y a ce manque-là, on va chercher des repères. Et les repères, on les cherche au départ dans la rue. Puis, quand tu te retrouves comme moi en prison, tu les recherches au travers de tes co-détenus. Et c'est vrai que ce mec-là, à ce moment-là, il ne va pas remplacer mon père, mais ça va devenir un grand frère. Vraiment. Et surtout, je pense qu'il voit au travers de mon histoire et de mon parcours l'opportunité pour lui de se pardonner quelque chose. Ok. Mais ça, je le dis aujourd'hui avec le recul. Voilà. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a... il est là pour trafic de stupéfiants. Si je comprends bien, il a perdu la relation avec sa femme, il ne voit plus sa fille. Il est dans une situation vraiment difficile. Et tout ça résulte de ses choix. Et en même temps, c'est vrai qu'à son contact, ça va être l'occasion pour moi de comprendre des choses, les codes, etc. Et c'est un peu ce qui s'est toujours passé pour moi. J'ai toujours été proche de personnes beaucoup plus âgées que moi. J'ai pas énormément traîné avec des gens de mon âge. Donc forcément, c'est ce qui m'a donné aussi l'opportunité, quand je suis sorti de prison et que j'ai eu l'occasion d'avancer autrement, de garder en tête
les échanges qu'on avait pu avoir, leurs histoires, pour éviter, au fond, de m'enfermer dans les pièges dans lesquels eux sont tombés. Des rencontres qui t'emmènent dans l'ombre ou qui te ramènent à la lumière, l'importance de vivre ensemble et de créer des liens. Moi, j'ai envie qu'on parle de la place de la prison dans la société. Il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast qui sont étudiants en droit ou intéressés par ces notions de justice. Voilà, on parle souvent de punition ou sanction ou réinsertion. Et je veux te poser une question un peu abrupte. J'ai envie de savoir si on reste tôlard toute sa vie ou est-ce qu'on arrive à vraiment réintégrer la société ? J'ai envie de te dire que ça dépend de la peine de prison. Moi, j'ai envie de te dire, je ne suis pas un ex-tôlard. Je suis plutôt un jeune qui a eu à passer par la prison. Mais je n'ai pas été condamné ni incarcéré avec une peine vraiment conséquente qui m'a amené à rester en prison et à vivre, par exemple, le changement entre la maison d'arrêt, le centre de détention et la centrale. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais quand on est condamné à moins de 2 ans, on est en maison d'arrêt. Quand on est condamné à plus de 2 ans, on rentre en centre de détention. Et quand on en est à plus de 5 ans, on va en centrale. Donc la centrale, c'est vraiment les grosses peines. Et les régimes, ils sont complètement différents. En maison d'arrêt, c'est un régime fermé. Donc, on est en cellule et on sort au mieux en promenade quand on a les heures de promenade, sinon pour les douches. Précisant que c'est 2 à 3 douches par semaine. Voilà, un petit abus quand même. Mais bon, passons. Il n'y a pas de douche tous les jours ? Non. Le centre de détention, c'est un régime ouvert d'une heure à une autre. Donc, les cellules sont ouvertes, tu peux sortir, etc. Et le centre de détention, c'est un régime ouvert, mais associé à ça, des cellules avec un seul détenu, en général. Voilà. Parce que c'est des longues peines et qu'il faut bien prendre conscience que quand tu es détenu, vivre, entre guillemets, à plusieurs dans une cellule, c'est compliqué. Si les années se prolongent, quoi, c'est hyper compliqué. Donc toi, tu crois à la réinsertion ? Ah, complètement. Et tu penses qu'aujourd'hui, les gens qui sont en charge de l'administration pénitentiaire en France ont une bonne vision de la prison, et est-ce que ça va dans le bon sens, ou est-ce que la logique punitive, tu sais, médiatique, où dès qu'il y a un fait divers, tu as les ministres qui disent on va remettre des bagnes en place, on va augmenter la violence des matons, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce qu'on va dans le bon sens, ou est-ce qu'il y a des changements qui peuvent se faire de la prison dans notre société ? Parce qu'aujourd'hui, personne n'en parle, elle n'existe pas. C'est quoi ton intuition là-dessus ? Moi, je pense que effectivement, il y a une grosse erreur qui est commise. Entre l'idée de priver de liberté et l'idée de punir. Si on entend punir en privant de liberté, à mon sens, on ne résout rien. Parce que ce n'est pas la privation de liberté qui va amener le condamné à prendre conscience de quoi que ce soit. Par contre, la notion de privation de liberté, mais d'accompagnement derrière pour une meilleure appréhension de la sortie et une préparation du projet de sortie, ça aujourd'hui c'est inexistant. Les seuls qui tentent à vouloir faire ce travail, c'est les SPIP, mais avec quels moyens ? Tu peux préciser ce que c'est les SPIP ? Donc le SPIP, en fait, c'est le service de probation qui accompagne en fait les détenus et toute personne devant répondre à la justice. Voilà. Maintenant, les moyens qui sont les leurs sont, mais j'ai pas envie de dire inexistants, puisqu'ils sont, mais ils sont limités. Et on sent bien que on a en face une population, pour le coup carcérale, qui est disparate, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer tout le monde de la même manière. Tu as des criminels en puissance, quelqu'un qui est là, par exemple, condamné pour meurtre, et c'est avéré, etc. Tu ne vas pas, je dirais, travailler avec lui de la même manière que tu travaillerais avec un gamin qui arrive, qui a 18 ans, comme ça a été le cas pour moi, qui est primaire. Ça n'a rien à voir. Sauf que, en fait, on tombe tous dans le même trou, et qu'à un moment donné, il y a un amalgame et que tout le monde est traité de la même manière, à savoir avec du dédain, avec de l'indifférence, avec du rejet, avec de la violence et tout ce qu'implique ce milieu. D'autant que les personnes qui travaillent dans ce milieu sont les premiers condamnés. Ouais, nous, on a une boutade là-dessus, tu vois. C'est-à-dire que pour nous, on a une date d'entrée, on a une date de sortie. Mais le maton, il tient les clés toute sa vie. Il est enfermé plus qu'on ne l'est, nous. Parce qu'il est prisonnier de sa vie. Nous, on est là parce qu'on a fait le choix d'être là.
Tu ne deviens pas maton par vocation. Tu deviens maton parce qu'à un moment donné, tu dis que ça paye bien ou tu dis que c'est une sécurité de l'emploi, etc. Et puis tout d'un coup, tu te rends compte de la réalité. Tu vois bien que tu es mal payé, que tu es en danger constamment. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe là plus régulièrement et que ça peut toucher tout le monde, jusqu'à la direction. Donc, finalité, non, je pense plus qu'aujourd'hui, la vision qu'ont les acteurs autour de la justice, que ce soit les politiques, les avocats, les juges, les procureurs, etc., pour certains, elle prend ses repères dans des convictions et le désir vraiment d'accompagner, de faciliter. J'en suis la preuve. Un responsable pénitentiaire, une avocate qui s'est commise d'office, un éducateur qui m'a facilité. C'est incroyable. Des rencontres. Voilà. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et j'ai envie de te dire, si je devais faire un ratio au regard de l'expérience qui est la mienne aujourd'hui et des gens que j'ai accompagnés, j'ai envie de te dire, je suis un miraculé. Okay. Donc ça, c'est dommage. Et maintenant, il y a aussi un autre problème, c'est qu'est-ce qu'on fait en prison? C'est pas juste qu'est-ce qu'on fait des prisonniers, mais qu'est-ce qu'on fait en prison? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand tu vois, par exemple, qu'il y a eu une initiative portée par un youtubeur qui s'appelait Colantes et que je félicite, puisqu'au final, c'est incroyable ce qu'il a réussi, le gars. Je voulais t'en parler de la place des loisirs en prison. Mais c'est n'importe quoi. En dehors, certains disent, en fait, ils sont là-bas, ils sont punis. On va pas leur mettre de PlayStation, on va pas mettre de et de privation de liberté. Et toi, ton point, c'est quoi? C'est sans loisir, on peut pas avoir envie de revenir et de se réinsérer? En fait, le problème, c'est le mot qui dérange. De dire, des détenus qui ont des activités de loisirs. Mais attendez. Mais en fait, c'est pas de ça qu'il est question. C'est les questions de créer des animations qui vont permettre aux détenus de porter un regard différent sur eux, sur leurs co-détenus, et quelque part se libérer mentalement du contexte dans lequel ils sont. Moi, souvent, c'est ce que j'expliquais dans le cas du TEDx, c'est qu'à un moment donné, j'ai découvert la notion de liberté autrement qu'au travers du principe qui est que être libre, c'est aller où on veut. Ben non, en fait, être libre, c'est avant tout penser ce qu'on veut, pouvoir fermer les yeux et imaginer être là où on veut. Ça, c'est la liberté. Et quand j'ai compris ça, ça a été pour moi l'occasion de porter un autre regard sur moi-même, sur mon environnement. Maintenant, la force qui est la mienne, c'est qu'effectivement, je suis quelqu'un, encore une fois, qui explore. On va faire très simple. Je n'ai rien fait pour l'argent. Je n'ai fait ce que j'ai fait que parce que j'étais en colère. Que parce que j'avais un sentiment d'injustice. Et que cette colère, ce sentiment d'injustice, m'ont poussé à agir de la pire des manières, soucieux d'exister dans un monde où je ne trouvais pas ma place. Et étant donné que j'ai été témoin de violence conjugale, que mon quartier, c'était quoi? Des tox qui meurent alors que j'ai 13 ans, devant moi d'overdose. Un mec qui jette son chien du 8e. Un daron qui tire sa femme par les cheveux. Il a fait descendre de 17 étages par les escaliers. Un mec qui vient régler son compte pour 50 francs, boum, une balle dans la tête. C'était ça, mon quotidien. Donc forcément, comment tu veux que je puisse être armé au sens positif du terme, ça veut dire capable de me protéger de ça, alors que, non, je suis plongé dedans. Et puis ajoute à ça la pauvreté, le fait qu'effectivement, avec ma mère, c'est dur. Ma mère, elle a été bénévole dans une école pendant 20 ans. Et dis-moi, j'ai 2 questions que je veux te poser avant que le podcast s'achève. La première, c'est le thème de la réconciliation. Ouais. S'il y a violence, s'il y a sentiment d'injustice, s'il y a colère, c'est qu'on vit dans une société en archipel. On est tous dans nos îles et on se calcule pas. Ouais. C'est quoi ton intuition, toi, pour réconcilier les quartiers, les villes, les centres-villes? Comment est-ce qu'on peut faire société en tant que Français? Il faudrait déjà que les Français arrêtent d'être touristes et apprennent à voyager pour découvrir le monde et mieux se découvrir eux-mêmes. C'est ça ton intuition? C'est aller voir ailleurs pour voir à quel point les Français... Oui. Alors c'est quoi la phrase? Les Français sont des gens qui vivent au paradis et qui se croient en enfer. C'est ça. C'est ça? Mais pour moi, au paradis, c'est un bien grand mot, mais ça symbolise bien cette réalité qui tente à faire que on ne se rend pas compte de la chance d'être français et des raisons qui motivent des gens issus de l'étranger à vouloir devenir français. Et en même temps, on a aujourd'hui des politiques qui ne nous permettent plus de concevoir ce que c'est que d'être français, vu qu'on racialise,
vu qu'on segmente et vu qu'on divise. Alors, on va faire très simple. La France, sa richesse, c'est sa diversité, sa pluralité. Moi, souvent, j'aime à dire que la France est une terre bâtarde, au sens littéral du terme. On ne connaît pas son père. C'est une terre qui est faite d'invasions. C'est une terre qui est nourrie d'une différence qui, plus que sa qualité, fait sa spécificité, sa splendeur. Et nécessairement, là où on pêche aujourd'hui, c'est que le Français ne voyage que pour être touriste. C'est un touriste, le Français. Mais il ne voyage pas pour découvrir le monde. Moi, ce qui a fait la diff, c'est qu'effectivement, à un moment donné, je suis parti pour découvrir le monde. Et j'ai découvert le concept qui est d'apprendre à être un étranger chez soi. Joli. Le Français, c'est un nombriliste. Il est là, il se regarde le nombril. Oui, moi. Mais le Français, quand il part en excursion, il cherche un voyage organisé. Il ne prend pas son sac à dos pour... Il y en a certains, mais c'est pas beaucoup aujourd'hui. La jeune génération le fait à fond. Voilà, ce que j'allais dire. Tu vois. Donc, du coup, non, j'ai envie de dire que ce qui pourrait sauver en particulier la jeunesse, et là, mon message, il va aux plus jeunes, c'est de voyager, de parcourir le monde, d'accepter d'être un citoyen du monde. Très joli. Une question, évidemment, qu'il faut que je te pose. Tu sais, chez Ethos, on fait de la formation à la prise de parole en public parce qu'on considère que les Français ont un peu de retard et que la parole est un des ingrédients, un des médicaments peut-être à la violence. Tu vois, si on en vient à la violence, c'est parce qu'on n'a plus les mots. On est d'accord. Donc, il y a un sujet comme ça chez Ethos, il y a un engagement. Ma question, c'est de savoir comment est-ce que tu as réussi à te libérer par les mots. Quelle est la place des mots dans ton échappée de prison? Comment tu t'es échappé grâce à ces ateliers d'écriture et grâce à la parole? Comment tu as libéré ta parole? En fait, ma parole, elle s'est libérée au préalable de la prison même, grâce au théâtre. Voilà, j'ai eu un prof en CE1 qui était incroyablement passionné et qui nous a permis de réaliser plusieurs spectacles. On parle d'Émilie Joly, d'Aton, de Rêve Évolution. Donc ça parlera aux anciens. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, je me prends au jeu. J'aime bien. Et puis, dans ce contexte-là, je suis plus Eddie. Je suis le rôle que je joue. Donc, j'ai été l'oiseau dans Émilie Joly. J'ai été le juge dans Rêve Évolution. Et il se passe à un moment donné un événement assez incroyable. Dans le cadre de ce spectacle Rêve Évolution, je suis à la barre, je suis un juge, j'ai un chapeau haute forme, j'ai une bande-son qui tourne, je suis en train de, au travers du playback, de balancer mon texte. Sauf que le CD bug, ça raye. Je me retrouve, moi, face au public. Et là, je déballe mon texte, comme si de rien n'était. Et là, tout le monde se lève, tout le monde applaudit. Et moi, je vis ce moment-là comme une sorte de cadeau qui m'est donné, me permettant de prendre conscience du poids de la parole, de l'éloquence, et au-delà de ça, de la posture. Et puis après, les années aidant, je vais continuer à faire du théâtre. Après, je vais découvrir le rap, l'écriture. Ça va me permettre de découvrir mon talent pour l'improvisation. Et après, ça va être mon arme, puisque je l'ai dit tout à l'heure, et je vais le répéter, j'ai jamais usé de la violence physique pour commettre les méfaits pour lesquels j'ai été condamné. J'ai utilisé la violence psychologique. Je suis quelqu'un qui s'est imposé dans la rue au travers de cette capacité à donner à penser que je suis capable du pire à défaut du meilleur, même si parfois j'étais transi de peur. Alors, comment est-ce qu'on fait un bon manipulateur, à ton sens? Question un peu provoque, mais c'est quoi comment est-ce qu'on manipule les gens à l'oral? On manipule les gens en leur donnant à penser que ce qu'on leur offre, c'est ce qu'ils veulent. Et ou en tous les cas, en créant les conditions d'un échange, là où en vérité, il n'y a pas d'échange. C'est la magie de la PNL, en fait. C'est la compréhension des différents modes de dialogue, que ce soit kinesthésique, visuel ou auditif. Et nécessairement, pour moi, un bon manipulateur, c'est quelqu'un qui est capable de guider plus que de diriger. C'est beaucoup plus subtil. Ouais. Et c'est quoi quelqu'un qui est éloquent? Toi, c'est qui les gens qui te marquent et qu'est-ce qu'ils font pour capter ton attention et la retenir? Pour moi, quelqu'un d'éloquent, à défaut d'un manipulateur, même si quelque part ils détiennent chacun un peu les mêmes compétences, c'est l'honnêteté, l'intégrité et l'authenticité. Qu'est-ce que tu mets dans ces 3 tiroirs? Honnêteté, intégrité, authenticité? Quelque chose qui ne s'entend pas, qui ne se voit pas, mais qui se décèle et qui se ressent surtout. Est-ce que c'est pas l'intention que tu mets un peu derrière tout ça? Non, les convictions. Ok. Et on arrive à la fin de ce podcast. À la fin, il y a toujours une carte blanche. La parole est à la défense à la fin, pour terminer. J'aime bien.
Je te laisse la parole, carte blanche. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux auditeurs de ce podcast? On t'écoute. J'ai envie de dire ce que je répète à beaucoup de jeunes, c'est qu'au fond, il n'y a rien d'impossible à qui se donne les moyens et avance en étant guidé par le juste, entendu nos convictions, et que nécessairement, c'est nous qui dépendons de faire que demain soit différent. En atteste mon histoire. Et loin d'une fin, ce n'est qu'un début. Et tout ne s'écrit qu'à l'encre de la volonté et des convictions. Merci Eddy. Merci à toi. Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous écrire pour nous le dire et pour nous donner vos suggestions pour les prochains invités. Si l'éloquence est un défi que vous voulez relever, je vous invite à visiter notre page internet ethosentreprise.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Vous y trouverez des conseils réguliers publiés par notre équipe d'experts. L'ensemble du cabinet Ethos et moi-même, nous tenons à votre disposition et vous encourageons vivement à relever le défi de l'oralité. Et n'oubliez pas, sans plaisir, pas d'excellence. Go Ethos!